bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Alors bonjour à tous. Et d'abord, merci de m'accueillir ici à Lille. Donc, je m'appelle Stéphane Mallard. Je travaille dans une société de technologie qui s'appelle Blue Edge. En fait, on est des spécialistes du code. On a développé une technologie qui automatise la transformation du code. Et je suis venu pour vous parler d'intelligence artificielle. Alors, depuis quelques années, vous entendez tous parler de la révolution digitale qu'on est en train de vivre. On est tous connectés, l'information est accessible partout, tout le temps, à un coût qui est proche de zéro. Tout le monde est connecté et surtout, tout le monde est concerné par ces bouleversements. Et en tant qu'entreprise, peu importe ce que vous faites, ce n'est pas parce que vous êtes protégé par la réglementation, par les habitudes, ou même par une grosse part de marché, que vous ne risquez pas de vous faire totalement disrupter par le prochain Uber de votre secteur. En fait, le digital est en train de rebattre toutes les cartes et ça va extrêmement vite. Et en plus de cette révolution digitale qui va continuer et qui va s'accélérer, on en a parlé juste avant avec Jean-Claude Audin, il y a une autre révolution qui est en train de se produire, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. En fait, pendant des années, on a spéculé sur la possibilité de créer une intelligence artificielle aussi flexible et puissante que l'intelligence humaine, c'était de la science-fiction. On n'y est toujours pas aujourd'hui, mais en tout cas, ça s'accélère, on a des progrès absolument exponentiels. En fait, cette révolution, on l'a aujourd'hui, parce qu'on a principalement fait quelque chose qui nous a permis de faire des bonds en avant en matière d'intelligence artificielle, c'est qu'on a inversé notre approche. En fait, auparavant, on programmait des machines avec des règles pour imiter l'intelligence humaine. En fait, on créait des logiciels qu'on nourrissait avec des données et qui s'exécutaient avec des comportements bien définis à l'avance. C'est les logiciels que vous utilisez traditionnellement. Sauf qu'on a compris que l'intelligence humaine faisait exactement l'inverse. Un bébé, il n'a pas besoin des règles de la grammaire pour apprendre à parler. Il est juste bombardé par quelqu'un tous les jours autour de lui et il comprend implicitement les règles de la grammaire sans même savoir que ça existe. Et en fait, c'est ce qu'on fait pour n'importe quel type d'apprentissage. On est exposé aux données de l'environnement et on cherche à conceptualiser pour comprendre. C'est cette approche qu'on utilise aujourd'hui pour faire de l'intelligence artificielle. Alors Jean-Claude Audin vous a parlé du deep learning juste avant. Je vais en parler un tout petit peu parce qu'il en a très très bien parlé. Il a détaillé exactement comment ça fonctionnait. Et alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on découvre ces règles qui vont nous permettre de s'approcher de ce que c'est que l'intelligence grâce aux données. On a inversé notre approche. Au lieu de partir des règles pour aller vers les données, on fait désormais l'inverse. On part des données pour aller vers les règles. On découvre les règles avec des algorithmes qui tâtonnent par essai-erreur et qui posent des hypothèses dans les données pour explorer l'environnement et les découvrir, toutes ces règles. Alors, on parlait du deep learning juste avant, qui permet de reconnaître ce qu'il y a dans l'environnement. Ça nous permet de reconnaître des gens sur des photos ou des cancers, par exemple, sur de l'imagerie médicale. Comment ça marche? C'est très simple. On nourrit l'algorithme avec énormément d'exemples, de photos, et on l'entraîne, on le supervise. En fait, on lui dit sur telle photo, il y a telle personne, ou sur cette image, il y a un cancer. Et plus on lui donne d'exemples, plus on le nourrit, cet algorithme, plus il va être capable de se calibrer, comme l'a expliqué Jean-Claude, pour précisément savoir, détecter, reconnaître ce qu'il y a sur ces photos, avec de plus en plus de précision. Ça, c'est le deep learning dont vous avez tous entendu parler dernièrement. Il y a une autre approche qui marche extrêmement bien en ce moment, dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on combine maintenant avec le deep learning, qui s'appelle le reinforcement learning. Alors, c'est pareil, c'est une approche qui existe depuis très longtemps, mais avec des modèles beaucoup plus affinés aujourd'hui, qu'on entraîne avec beaucoup de données, etc., qui donnent des résultats. Mais dans cette approche, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner aux machines un environnement avec des données et des contraintes, et puis on va leur donner un objectif, et ensuite on va les laisser s'entraîner, on va les laisser essayer le plus de fois possible pour atteindre toutes seules cet objectif. En fait, dans cette approche, ce qu'on fait, c'est que chaque fois que l'algorithme se rapproche de son objectif, il est récompensé, on le renforce, et lorsqu'il s'en éloigne, on le punit, on l'empêche de continuer dans cette direction. Et ça marche extrêmement bien. Au début, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait ces algorithmes pour apprendre aux machines à jouer à des jeux vidéo, comme par exemple Super Mario, et elles étaient nulles, elles n'étaient même pas capables de faire avancer Mario. Et en fait, plus elles essayaient, plus elles jouaient de parties, des milliers, voire des millions de parties par jour, plus elles calibraient leur algorithme de jeu jusqu'à devenir excellentes et être capables de jouer à Super Mario toutes seules. Allez voir les vidéos sur Internet, c'est bluffant. Elles ont même découvert une nouvelle manière de jouer à Super Mario, elles sautent partout, mais c'est absolument bluffant parce qu'elles l'ont fait toutes seules. C'est du non supervisé dans ce cas-là. En fait, il s'est passé exactement la même chose l'an dernier lorsque l'intelligence artificielle de Google a battu le meilleur joueur de Go au monde. Ils ont nourri leur intelligence artificielle avec les parties des meilleurs joueurs de Go au monde pour qu'elle reconnaisse ce qu'il y avait sur l'environnement avec du deep learning. Et ensuite, ils l'ont entraînée contre elle-même avec l'objectif de se battre elle-même. Et là, en utilisant du reinforcement learning, en essayant de se battre elle-même, elle est devenue
excellente au Go, et c'est comme ça qu'elle a pu battre le meilleur joueur de Go au monde. Pareil, comme dans Super Mario, là aussi, ça a surpris tous les experts dans le monde entier en Go, parce qu'en fait, elle avait une manière inhabituelle de jouer au Go. Elle a découvert en fait une nouvelle manière plus intelligente de jouer au Go. Il s'est passé en fait la même chose avec la Google Car. Vous savez, la voiture de Google sans chauffeur. L'algorithme a tellement optimisé sa conduite qu'en fait, c'est surprenant pour les gens qui montent dans la Google Car aujourd'hui. En fait, elle accélère et elle ralentit à des endroits totalement contre-intuitifs pour les humains, mais en fait, sa conduite est plus fiable et plus sécurisée, si vous mettez de côté les accidents dus aux erreurs humaines. Et bien en fait, c'est cette approche aujourd'hui qu'on va essayer de généraliser, le deep learning et le reinforcement learning. Parce qu'on a compris que maintenant, ce qu'on pouvait faire, c'est donner aux algorithmes un environnement visuel qu'ils peuvent reconnaître et leur donner l'objectif de résoudre des tâches dans cet environnement visuel par entraînement. En fait, on considère que chaque environnement est comme un jeu vidéo et on va laisser la machine s'entraîner à réaliser une tâche, à maîtriser ce jeu vidéo toute seule. Et on va généraliser ça sur n'importe quel type de tâche. Du coup, pour apprendre à ces algorithmes à réaliser plein de tâches, l'an dernier, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le milliardaire Elon Musk a lancé une organisation avec d'autres qui s'appelle OpenAI, dans laquelle vous avez une plateforme qui va vous permettre de connecter une intelligence artificielle à vos logiciels, n'importe quel type de logiciel, ça peut être vos jeux vidéo, votre navigateur Internet, enfin, tout ce qui a un champ de vision sur un écran, pour lui montrer comment réaliser des nouvelles tâches à apprendre. Elle va vous observer, par exemple, comme je vous disais, quand vous jouez à vos jeux vidéo, quand vous allez surfer sur Internet, chercher des informations, remplir des formulaires, etc., pour ensuite s'entraîner à être capable de comprendre ce que ça veut dire lorsque vous faites cette tâche sur l'environnement visuel et s'entraîner à être capable de la réaliser toute seule. L'objectif, en fait, c'est que ces algorithmes soient capables de réaliser de plus en plus de tâches pour rendre cette intelligence artificielle de plus en plus polyvalente. En fait, de la même manière qu'aujourd'hui, on peut tous contribuer à alimenter la connaissance mondiale sur Wikipédia, en fait, on va tous pouvoir contribuer à l'entraînement de ces intelligences artificielles pour réaliser plein de tâches. En fait, de la même manière qu'une personne s'entraîne à apprendre à maîtriser un sujet, on va entraîner les machines à réaliser des tâches. Plus personne ne programmera des machines comme on le fait aujourd'hui avec du code complexe et qui nécessite une expertise, on va tous les entraîner. Si vous regardez ce qui se passe depuis les débuts de l'informatique, c'est qu'on décomplexifie les langages de programmation. Au départ, c'était du binaire, du COBOL, des choses très complexes, très très lourdes. On est passé à des langages orientés objets. On va aller de plus en plus vers du conversationnel pour qu'on puisse dire à la machine « fais-moi ci, fais-moi ça » et qu'elle le comprenne. On en est loin encore. Je ne dis pas que c'est fait, attention, travestissez pas ce que je dis, mais c'est vers cette tendance qu'on se dirige. Chez IBM, c'est quelque chose qu'ils appellent le calm computing. Être capable de discuter avec ces machines et de pouvoir leur faire faire ce qu'on veut, simplement par entraînement. Alors cette révolution, on a l'impression qu'elle est lancée, mais qu'on en verra les premiers résultats dans nos vies quotidiennes pas avant au moins 10 ou 20 ans. On a l'impression que c'est vraiment dans longtemps et que c'est de la science-fiction. En réalité, c'est cumulatif et c'est exponentiel ce qui est en train de se passer en ce moment. Comme l'a dit Jean-Claude, il y a des choses qui ne vont pas se passer sur toutes les prédictions qu'on fait en ce moment. Il y a des choses qui vont se passer plus vite que prévu. Ce qui est sûr, c'est que ça va très très vite et qu'en fait c'est le cas de toutes les nouvelles technologies. Mais c'est difficile à voir parce qu'en fait notre cerveau, il est biaisé parce qu'il fonctionne en mode linéaire. En fait, notre cerveau, il a tendance à imaginer que ce qui va arriver les 2 prochaines années, ça arrivera au même rythme que les 2 dernières années. En réalité, comme je vous disais, c'est cumulatif et c'est exponentiel. Souvenez-vous de Clifford Stoll en 1995. Il avait écrit un article dans Newsweek dans lequel il expliquait qu'Internet allait disparaître en 1996. Qu'Internet était lent, impersonnel et surtout qu'on ne pourrait jamais l'utiliser en toute mobilité. Aujourd'hui, il est en train de se cacher et il se dit que c'est la plus grosse erreur de sa vie d'avoir écrit cet article. Il va se passer la même chose sur l'intelligence artificielle. Plein de prédictions qui vont se réaliser, qui vont être bluffantes, qui vont changer nos vies. Plein de prédictions qui ne vont pas se réaliser, d'autres qui vont aller beaucoup plus vite que prévu. Ce qui se passe en ce moment sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on l'entraîne à réaliser des tâches, avec les algorithmes dont on a parlé juste avant, sur des usages très spécifiques. On en a parlé juste avant, dans la médecine, pour détecter des cancers sur de l'imagerie médicale, ça marche très bien. Pour diagnostiquer des cancers mieux que des médecins en quelques minutes. Sur certains cas, ça marche très très bien aussi. Pour piloter des voitures, enfin conduire des voitures, piloter des avions, ce que vous voulez. On va pouvoir réaliser n'importe quel type de tâche progressivement en augmentant tous les logiciels qu'on utilise aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça est très cloisonné. C'est vraiment cas d'usage par cas d'usage, secteur par secteur. La tendance en ce moment, c'est d'unifier toutes ces intelligences artificielles pour en créer une seule qui soit extrêmement polyvalente. Et cette bataille, en ce moment,
elle se joue entre les géants du web. Elle se joue entre Google, Facebook, IBM, enfin tous les gros. Ce qu'ils veulent, c'est créer un assistant intelligent avec qui vous allez pouvoir discuter en langage naturel, comme ce que vous voyez dans les films de science-fiction ou pseudo-science-fiction, qui sera capable de tout faire, qui sera à la fois votre médecin, votre avocat, votre banquier, votre conseiller, votre ami, ce que vous voulez, et qui fera tout ce que vous voulez pour vous à votre service. Il vous connaîtra parfaitement et vous serez en interaction permanente avec lui. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, je dis que c'est la tendance et la bataille qui s'engage aujourd'hui. Il y a plein de progrès à faire, mais ça va très très vite. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va unifier toutes ces intelligences artificielles, en fait, on va tous être équipés de ce type d'assistant intelligent. En fait, vous aurez tous un double digital, une copie parfaite de vous dans le monde digital qui vous représentera dans toutes vos interactions. Vous l'aurez à titre personnel, mais aussi toutes les entreprises et les organisations vont en être équipées. Vous avez entendu peut-être parler des chatbots en ce moment. Vous savez, ces applications avec qui vous pouvez parler, qui vont remplacer les applis smartphones ou les accompagner, on ne sait pas trop. Alors même si pour l'instant il y a très peu, voire pas du tout d'intelligence artificielle dans les smartphones, c'est la première étape vers la création de ce type d'assistants intelligents. On va tous interagir avec ces assistants intelligents, que ce soit ceux des entreprises, ceux des objets. Vous n'utiliserez plus d'écran sur votre four ou de boutons sur votre machine à laver. Vous allez discuter avec leur assistant intelligent pour les utiliser. Mais comme on sera tous équipés par ces assistants intelligents, comme je vous le disais à titre personnel, mais aussi les entreprises, les organisations, les instituts politiques, tous ces assistants intelligents vont finir par être capables d'interagir entre eux. Ceux qui font de l'informatique aujourd'hui, vous connaissez peut-être les API qui permettent de discuter entre applications de manière un peu technique. Ça va être la même chose, mais avec des langages de plus en plus naturels, avec des fonctionnalités de plus en plus entraînables. Encore une fois, on n'y est pas, mais c'est la tendance. Et regardez ce qui va se passer. Toutes les entreprises vont être équipées de ce type d'assistants intelligents. Ce qui veut dire que demain, les entreprises vont interagir avec leurs clients, principalement au travers de leurs assistants intelligents. Aujourd'hui, c'est les sites web, les applis. Demain, ce sera les assistants intelligents. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où chacun est équipé d'un assistant intelligent, ça inverse totalement le processus de la relation d'une entreprise avec ses clients. Et c'est en ça que ma conviction, c'est que le marketing va disparaître. Parce que le marketing aujourd'hui, vous savez que ça consiste en toute une série de techniques qui visent à influencer le client, le prospect, dans une décision d'achat. Ce qu'on veut, c'est présenter un produit, un service, une démarche, lui donner des émotions, etc., pour le faire acheter. Mais vous comprenez bien qu'à partir du moment où les clients aussi sont équipés de ce type d'assistants intelligents, et que les entreprises vont interagir avec eux, c'est les assistants intelligents des clients que les entreprises vont devoir convaincre. Autrement dit, lorsque vous aurez un besoin pour un produit, un service, ce que vous voulez, c'est votre assistant intelligent qui fera la présélection pour vous. En fait, c'est un petit peu comme aujourd'hui sur les sites internet où vous savez, vous avez des résultats qui sont classés selon les algorithmes ou sur un comparateur de billets de prix. Vous ne décidez pas de qui est premier, c'est l'algorithme qui a décidé pour vous. Et bien bientôt, c'est votre assistant intelligent qui fera la présélection. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va forcer les entreprises, c'est extrêmement darwinien ce que je suis en train de dire, ça va forcer les entreprises à être extrêmement qualitatives, transparentes et empathiques avec leurs clients. Fini le fait de pouvoir influencer le client avec des techniques purement marketing pour le faire acheter. L'assistant intelligent vous comparera en tant qu'entreprise sur plein de critères au service de son propriétaire et fera la présélection. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas totalement transparent, empathique, qualitatif, etc. vis-à-vis de votre client, son assistant intelligent, son avatar ne vous sélectionnera pas, il vous fera plus confiance et il vous sollicitera plus jamais. Il vous fera plus confiance, vous serez banni de sa présélection. Et en fait, ça peut nous mener même dans des situations assez inattendues, économiquement je parle, comme le fait pour une entreprise de devoir vendre, de devoir recommander le produit ou le service de son concurrent. En fait, ce que ça veut dire, c'est que l'arrivée de ces assistants intelligents dans l'entreprise, elles vont forcer les entreprises à être des bons vendeurs. Un bon vendeur, quand vous allez à la FNAC, qu'est-ce que c'est? Un bon vendeur à la FNAC, c'est quelqu'un, lorsque vous allez acheter un ordinateur, qui oublie complètement ses produits, qui vous écoute, qui qualifie votre besoin, et qui, comme s'il appartenait à votre famille, va vous dire pour votre besoin, c'est tel ordinateur qu'il vous faut. Et s'il l'a en stock, évidemment, il va essayer de vous le vendre. Mais s'il ne l'a pas, il vous vend celui du concurrent. Quelqu'un de votre famille, il vous recommande le produit sans chercher à le vendre. Un mauvais vendeur, c'est celui qui regarde ce qu'il a en stock et il essaie de vous le pousser à tout prix. En faisant ça, c'est complètement ahurissant, vous avez raté une vente, mais vous avez maintenu la confiance avec votre interlocuteur. Il va se passer ce même type de relation lorsqu'on aura ces interfaces intermédiaires entre nous et les entreprises. Je parle d'assistants intelligents parce que je pense que ça va avoir cette forme, mais encore une fois, on n'en sait rien, ce sera peut-être quelque chose de très différent, peut-être des API très techniques, on n'en sait rien, des algorithmes peut-être plus basiques. Il y aura cet intermédiaire qui fera une présélection selon vos critères.
Tout ça est lié à la tendance qu'on a en ce moment qui consiste à noter. Vous savez, quand vous montez sur Uber, vous donnez une note à votre chauffeur qui sera ensuite classée, récompensée, etc. Tous ces critères vont converger pour défendre vos intérêts et ensuite être l'intermédiaire dans toutes vos interactions, dont vos achats. C'est en ça que je considère que le marketing aujourd'hui n'a plus sa place. Les entreprises vont juste devoir être excellentes ou elles ne seront plus sélectionnées par les assistants intelligents des clients. Alors très rapidement, en fait on a parlé de la singularité juste avant. Moi, j'y crois plus ou moins. Je pense qu'il y a des choses qui vont nous surprendre, qui vont aller très très vite. Il y a des gens comme Ray Kurzweil chez Google qui nous disent que ce point de singularité dont parlait Jean-Claude, on y sera d'ici 2029. L'argument pour lui faire penser ça, c'est que tout ça est exponentiel. Même si aujourd'hui ça donne le vertige, tout ce qui nous reste encore à faire pour arriver à avoir des machines aussi puissantes intellectuellement que nous, le fait que ça aille très vite va résoudre tous les problèmes. Je vous donne un exemple, la loi de Moore. Vous savez que la loi de Moore, c'est le fait qu'on multiplie par 2 le nombre de transistors dans les microprocesseurs, grosso modo, tous les 1 an et demi. Cette loi, elle est vraie depuis plusieurs dizaines d'années, mais elle ralentit en ce moment. Il y a des gens qui disent la loi de Moore, c'est fini. Eh ben, on est en train d'inventer d'autres technologies justement pour continuer à accélérer la puissance informatique, mais ce ne sera plus dans des transistors. Mais le mouvement continuera. C'est ça qui permet à ces géants de la technologie et aux gens qui pensent que le transhumanisme et toutes ces choses-là vont arriver beaucoup plus vite que prévu, que ça va être une réalité. En fait, d'une technologie développée dans les laboratoires informatiques aux États-Unis principalement et un petit peu en Chine, l'intelligence artificielle est en train d'arriver sur le devant de la scène aujourd'hui comme une question politique globale qui concerne toute l'humanité, au même titre que le nucléaire et les manipulations génétiques, parce qu'elle influence la société qui est extrêmement connectée. Vous savez que déjà aujourd'hui, les algorithmes, ils influencent le monde. Parce que vous voyez bien que dès qu'une décision est prise sur un moteur de recherche, ça bouleverse tous ses résultats, ça peut changer les prix, etc. Tous ces algorithmes ont une influence systémique. Ce mouvement va être amplifié parce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour prendre des décisions de plus en plus stratégiques, de plus en plus critiques dans tous les domaines. Alors vous avez vu que depuis le début, je vous parle d'intelligence artificielle, je vous ai montré les progrès qu'on avait faits ces dernières années, mais je ne vous ai pas défini l'intelligence. En fait, c'est parce qu'il y a plein de théories et plein d'approches pour la définir. Il y a plein de chercheurs qui ne sont pas d'accord. Vous savez, il y a des grosses bagarres même entre les chercheurs sur ces sujets-là. Et surtout qu'à chaque fois qu'on fait des nouvelles découvertes sur le cerveau, ça soulève des nouvelles questions et ça remet en cause certaines idées qui étaient largement acceptées sur l'intelligence. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que plus on étudie le cerveau, plus on découvre des nouvelles pistes pour créer de l'intelligence artificielle, et plus on développe ces algorithmes d'intelligence artificielle, plus on éclaire notre compréhension de notre propre intelligence. Et alors pour finir, je voudrais vous parler de la prochaine étape d'intelligence artificielle qui a lieu en ce moment dans certains laboratoires aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a en France, on m'a dit qu'il y avait une personne qui travaillait dessus en France. C'est les algorithmes de conscience artificielle. Alors vous allez me dire, la conscience, on ne sait pas ce que c'est, et là aussi les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce que c'est, alors comment est-ce qu'on peut développer de la conscience artificielle ? C'est très facile, comme toujours en informatique, on définit le concept et ensuite on le modélise. Et alors là, les chercheurs, ce qu'ils se sont amusés à faire, ça s'est passé à l'Institut Polytechnique de New York, ils ont défini la conscience comme étant la capacité chez des êtres vivants à s'observer en train de faire des choses. En gros, vous avez le niveau de l'intelligence qui vous permet de faire des choses, atteindre des objectifs, ce que vous voulez, et le niveau de la conscience qui vous permet de vous observer en train de le faire. Et donc, ils ont créé des robots avec 2 boucles algorithmiques, une qui fait des choses et une autre qui observe au-dessus en train de faire des choses avec des états de fonctionnement. C'est très basique, je suis d'accord avec vous, on est très loin de la conscience humaine, mais c'est les premiers algorithmes de conscience artificielle. Je ne sais pas quand ça viendra, en tout cas, ça va très très vite. Puis vous savez, il y a une chose qu'on oublie de dire souvent lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, et puis d'ailleurs, vous allez voir ces prochains mois, ces prochaines années, vous allez entendre tout et son contraire, vous allez voir qu'il y a plein d'experts dans la presse et autres, des journalistes, des philosophes qui vont vous dire que ça n'arrivera jamais, comme Clifford Stoll dont je vous parlais juste avant, que les machines ne pourront jamais remplacer l'homme, avoir des émotions, toutes ces choses-là. En fait, tout ce qui est définissable est modélisable, mais ça reste de l'artificiel. En fait, ce que beaucoup de professeurs d'intelligence artificielle expliquent en commençant leur cours, c'est que finalement, c'est un petit peu comme le vol artificiel avec le vol, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que le vol artificiel ? Le vol artificiel, vous savez que c'est celui des avions, par opposition au vol naturel qui est celui des oiseaux. Vous voyez bien que lorsqu'on crée du vol artificiel, donc lorsqu'on crée des avions, on ne cherche pas à utiliser les mêmes matériaux qu'un oiseau. On utilise d'autres matériaux, on utilise les mêmes principes par contre, de l'aérodynamique, etc. Mais on atteint le même résultat qui est de voler. Autrement dit, ce n'est pas forcément le fonctionnement qui nous intéresse, ça va être le résultat.
C'est pour ça qu'on a plusieurs approches aujourd'hui pour faire l'intelligence artificielle. Il y a ceux qui essayent de copier le fonctionnement du cerveau. C'est très casse-gueule, comme l'a dit Jean-Claude, parce que, on ne sait pas encore comment ça marche, et deux, on n'aurait pas les ressources. Mais il y a ceux aussi qui essayent d'imiter le même résultat, peu importe comment ça marche. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes aujourd'hui, parce que chez Google, vous savez qu'ils ont des programmes considérables de recherche en intelligence artificielle, mais l'un des responsables de leur programme, Paul Haar, a déclaré en 2006 que même s'ils avaient tous ces résultats chez Google, ils étaient incapables de comprendre comment fonctionnait leur algorithme d'intelligence artificielle. Ils sont même en train de développer une IA pour comprendre comment fonctionne leur IA. Absolument, absolument dingue. Je vais m'arrêter ici. Je vous remercie tous de m'avoir écouté et je serai heureux d'en parler avec vous tout à l'heure. Merci à tous.